Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mercredi 28 mai 2025. On table ce soir sur la transhumance politique. Oui, transhumance politique qui était la tasse de thé des acteurs politiques, surtout en fin de mandat où chacun pense à un repositionnement. Le déménagement se faisait au gré des humeurs et des intérêts. Les données semblent visiblement avoir changé avec le contexte actuel où les réformes influencent la conduite à tenir. Nous sommes à la fin d'un cycle, sinon à la fin du second mandat constitutionnel du président Patrice Talon, mais rien jusque-là ne se dessine. Les vieilles habitudes sont rangées de côté, les ambitions quelque peu étouffées, la sagesse apparente s'affiche et laisse transparaître une forme de discipline de groupe. L'on n'ignore pas que dans le groupe, pour ne pas dire ça grogne à l'interne et on essaie de maintenir le cap. Mais tout ceci, jusqu'à quand? Grosse interrogation. La réforme du système partisan a-t-elle réussi à contenir les militants tout en mettant fin à la transhumance politique? La désignation très bientôt sans doute du dauphin va-t-elle déclencher bientôt des vagues de migration? À ces questionnements, nous essayons d'apprécier la lecture et le commentaire, pour ne pas dire les analyses de nos invités. À ma droite, Gracien Makoko. Gracien Makoko, bonsoir. Bonsoir, M. Arik Bara. Vous êtes juriste et écrivain. Merci de vous être montré disponible encore une fois ce soir. En face de vous, le directeur de publication du quotidien Le Potentiel, Adrien. Bonsoir, Habé, Ami. Il s'agit de relever par le biais de ce projet MTN Est-Ouest est donc très important et capital pour nos populations. Je tiens donc à saluer la collaboration. Jusque-là, rien ne se décide. Qu'est-ce qui se passe selon vous, Gracien Makoko? Les feuilles frais. Les yeux vivent, le slip. C'est tout le peuple qui s'interroge, c'est tous les citoyens, c'est tous les hommes avertis de la vie politique béninoise qui, entre-temps, pronostiquaient déjà beaucoup de choses, qui s'interrogent parce que, vous l'avez mentionné, en 2000, ces derniers sont dans l'abattoir au projet pour avoir les 5 à Boycon. Le secrétaire. Dans le paysage politique béninois, cela fait que actuellement, on voit une certaine latence. Les choses ne sont pas encore décidées. On ne voit vraiment pas de mouvement. C'est vraiment une nouvelle expérience et on verra ce que ça va donner pour la suite. Oui, on a changé de démarche, pour ne pas dire la marche vers les élections. Bref, les habitudes ont changé. C'est à la limite la part de tortue en allant vers ces élections. Qu'est-ce qui se passe selon vous? Pourquoi on est dans cet état de choses? Non, je pense que les choses évoluent, puisqu'au niveau... Bien sûr, au niveau des formations politiques, les choses bougent. Peut-être pas avec la vitesse du passé. Non, les choses évoluent. Parce que si vous prenez les différentes formations politiques, il y a les installations des cellules de base, les prises de contact, pas forcément en présence de caméras et micros. Donc, un travail se fait. Et surtout, en clair, dans les coulisses, ça bouge. Dans les coulisses, ça bouge. Sauf que cette fois-ci, pour la plupart, surtout qu'on n'a plus assez de formation politique et il y a moins de communication autour de ces différentes stratégies qui sont en cours et surtout qu'on a les élections communales et législatives pour une première fois au Bénin à organiser avant la présidentielle. Les acteurs politiques, personne ne sait encore s'il sera positionné. Ce n'est pas comme par le passé où il suffit d'être chef de parti politique pour s'assurer d'être tête de liste. Ici, rien n'est su à l'avance. On fait tout pour se faire remarquer, mais dans le silence, étant donné qu'il y a à ce jour les directives des formations politiques où on interdit carrément certaines sorties qu'on s'approprie, ce qui fait même que si vous voulez faire des initiatives personnelles. Non, les directives personnelles sont carrément interdites. Si vous voulez faire un don de, je ne sais pas, n'importe quoi, de cas de fourniture scolaire, par exemple, vous le faites au nom de votre formation politique et non institut personnel. C'est vrai que vous êtes devant. Et donc, c'est pour vous dire que... Même si c'est votre propre financement. Même si c'est votre financement. C'est comme ça que ça se passe maintenant au niveau des différentes formations politiques. Et ceux qui ne sont pas sûrs d'être positionnés ne travaillent pas. Ceux qui veulent se faire positionner se font remarquer. Et ceux qui sont sûrs d'être positionnés aussi travaillent. Donc, chacun fait ce qu'il peut, mais sans tambour ni trompette. D'accord. Alors, par le passé, Gracien Makoko, on sait que tout ce que l'administration contient d'acteurs politiques, bref, les nommés directeur général, directeur ou secrétaire général de CI, bref, tous ceux qui ont des postes politiques vidaient un peu les bureaux. Ils sont sur les terrains avec des actes de générosité, toujours
pour la mobilisation et rappeler sur qui mettre le cachet au moment opportun. En tout cas, mobiliser les gens en faveur de tel ou tel autre candidat, ou pourquoi pas pour soi-même. Mais tout ça a disparu, ou en tout cas, on ne note rien. Et pourtant, on tend progressivement vers les élections. Comment on interprète ça? Non, en réalité, vous savez, le Bénin a une tradition qu'on peut appeler malheureuse, en ce qui concerne l'animation de la vie politique, parce que, on peut le dire, dans notre pays, les partis politiques étaient généralement organisés autour d'une personnalité fortunée qui polarise des énergies et qui donne des directives à certains cotisants intéressés, et on constate que avec quelques attachements avec telle ou telle personne, un individu peut se lever, aller dans telle contrée, dans tel département, dans telle commune pour faire de la mobilisation politique. Mais aujourd'hui, la discipline de groupe oblige tous les membres des partis politiques déjà inscrits dans le pays à observer une certaine discipline. Et cela est forcément quelque chose de nouveau. Et lorsque la dynamique est engagée, c'est que ceux qui sont à l'intérieur des partis politiques sont obligés de suivre la ligne qui est tracée par la législation déjà, qui assure la réforme du système partisan, et également pour ne pas se faire sanctionner, puisqu'il y a également des sanctions. Oui, on l'a observé à l'interne. On l'a observé au niveau du bloc républicain. Il y a des sanctions également qui sont intervenues au niveau de l'UPR et puis des autres partis, également au niveau des forces courriers pour un Bénin émergent. Donc cela a fait que les gens sont obligés de rester, ceux qui étaient DG, qui sont à la recherche peut-être de dividendes politiques, des gens qui veulent mobiliser l'électorat pour se faire élire, etc. On voit qu'aujourd'hui, cela n'est plus possible parce qu'effectivement, il y a un cadre légal qui ne favorise pas ou qui n'encourage pas forcément la chose. Donc, je pense que c'est ce qui peut justifier un peu cette attaque. Oui, quelle raison vous trouvez à ce changement de comportement, changement quelque peu brusque, parce que, comme je l'ai dit, à l'approche des élections, en tout cas, quand on a une échéance électorale devant soi, n'est-ce pas, on commence par vider les bureaux, surtout dans l'administration publique, et puis on est, comme on dit, sur le terrain. Comment on interprète le changement? Je m'associe entièrement à l'analyse de mon interlocuteur pour ajouter ceci. Le chef de l'État actuel, qui, par exemple, est le patron des deux formations politiques, à savoir l'Union progressiste, le Renouveau, et le Bloc républicain, a essayé d'interdire certaines choses. D'accord. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il a nommé des ministres conseillers qui sont là. Et à leur prise de fonction ou à leur installation, si vous voulez, le chef de l'État était clair. Il dit, vous n'êtes pas déçus des ministres qui sont là, et les ministres ne sont pas non plus au-dessus de vous. Alors, ce que je veux de vous, vous êtes des ministres conseillers, vous êtes beaucoup plus sur le terrain politique. Donc, tout ce qui a fait sur le terrain pour faire comprendre que la mouvance a travaillé, c'est vous qui le faites. Et au niveau de la répartition de ces ministres conseillers, il y a des leaders meilleurs et des leaders aussi Union progressiste. Et chacun à son niveau descend sur le terrain et font déjà le travail que les secrétaires généraux, les directeurs généraux, les conseillers techniques, qui a également d'autres formations politiques parmi ces ministres conseillers. Justement, non, ceux-là le font. Donc, du coup, on a comme l'impression que les autres ne travaillent pas, mais en réalité, le travail a été délégué cette fois-ci. D'autres personnes font le travail. Et n'oublions pas aussi, ça ne veut pas autant dire que les autres ne font rien, parce que ces directeurs généraux rentrent chacun le week-end et n'essaient de sensibiliser les leurs. Et aujourd'hui, vous êtes évalué aussi quand vous êtes nommé, surtout quand vous provenez d'une formation politique et à la suite d'une élection. Si on trouve que vous êtes défaillant, c'est vrai, vous êtes compétent, mais pour les prochaines élections... Vous êtes déterminé, techniquement, bien, mais sur le terrain politique... Vous êtes une feuille morte. D'accord. Alors, ça peut vous coûter votre poste. Non, pas seulement coûter votre poste, mais nous sommes en fin de mandat et chacun des DG cherche aujourd'hui à aller à l'Assemblée nationale parce que c'est quand même beaucoup de millions par mois, le salaire du député. Donc, chacun cherche à aller à l'Assemblée, surtout que personne ne sait de quoi demain sera fait. Demain dont je parle ici, c'est la fin du président Patrice Talon. Et si quelqu'un arrive à se faire positionner comme député, il se retrouve à l'Assemblée nationale
avoir comme salaire des millions par mois, c'est un acquis. Et donc, si on sait que vous ne mouillez pas le maillot à l'heure du positionnement, ou bien même si vous mouillez le maillot, ça ne donne rien. Ça ne donne rien. On se dit, bon, ce n'est plus la peine. On vous écarte définitivement. Oui. Alors, Gracien Makoko, il y a que nous sommes à la fin d'un cycle, à la fin du mandat constitutionnel du président Patrice Talon. Ça veut dire qu'au regard des tests, il peut plus revenir. Et par le passé, on sait que bon, c'est le moment de ralliement d'un côté à un autre, des repositionnements et autres. Mais jusque-là, comme je l'ai dit en introduction, rien ne bouge. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi on ne sent pas des défections de part et d'autre, des créations de groupes et autres? On justifie ça comment selon vous? Non, vous savez, il faut deux choses pour une comparaison. Nous devons appréhender les présidents Patrice Talon comme étant un changement de donne en matière politique dans notre pays. Parce que si la question est posée aujourd'hui, c'est parce que nous sommes habitués à quelque chose. Ce à quoi nous sommes habitués, c'est justement la transhumance politique qui est d'abord à deux niveaux. Il y a la transhumance à titre individuel, c'est l'individu qui quitte un parti politique. Il y a également la transhumance des partis politiques eux-mêmes. Et on a constaté que... Je vais vous donner un exemple. Allons-y. Nous étions en 2006. Le président Boni Yayi venait de remporter les élections présidentielles. Et lorsque le premier tour a été organisé, il y avait des candidats malheureux. Je veux faire allusion aux candidats du Parti social-démocrate. Je veux faire allusion aux candidats de la Renaissance du Bénin et d'autres partis politiques qui ont participé à ces élections, tels que le Mouvement africain pour le développement et le progrès, MADEP, du président Gbagbo. Tous ceux-là se sont retrouvés autour du candidat Boni Yayi au second tour. Mais ça, vous voyez que ce mouvement, parce que c'est quelqu'un qu'ils ont combattu au premier tour, ça voudra dire en réalité que lorsque vous allez aux élections présidentielles contre un parti politique étant membre d'un autre parti politique, c'est que vous n'avez pas la même idéologie politique, vous n'avez pas le même projet de société, vous n'avez pas le même programme de gouvernement. Cela voudra dire que, par principe, c'est que vous êtes opposés, tout au moins sur le plan idéologique. Mais quand le candidat ou l'adversaire ne passe pas au premier tour, rapidement, on voilà, tout le monde vient s'agglutiner autour de lui, tout comme s'il partageait les mêmes visions. D'autres vous diront que ce sont des intérêts. Voilà, mais en réalité, c'est le plus grand problème. Et c'était un problème. Et c'est ça même la justification de la réforme du système partisan. Parce qu'un parti politique, c'est quand même... Il y a la plupart des travaux qui ont porté sur le fonctionnement des partis politiques, tout au moins au Bénin, ont révélé que la doctrine apporte ou reconnaît officiellement tout au moins 4 fonctions partis politiques. La première, c'est la définition d'un but politique précis. Et c'est à l'intérieur du but politique que nous retrouvons l'idéologie politique, etc. Il y a la mobilisation politique, cela se fait. Il y a, comment on appelle, la définition d'un programme de société pour prendre en compte les avantages, les intérêts des populations. Il y a également la formation des militants. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Donc on constate que au niveau des 3 dernières fonctions, tous les partis politiques, c'est commun à tous les partis politiques. La seule chose qui peut permettre aux citoyens et à tout le monde de distinguer un parti politique A d'un parti politique B, il s'agit de l'idéologie politique. Et c'est à ce niveau que le jeu se joue. L'exemple de 2006 que je donnais, tous ceux-là sont retrouvés autour du président Boni Yayi parce que les tests n'étaient pas si corsés en la matière et ça permettait aux partis de faire les mouvements. Les gens sont aujourd'hui, les tests sont-ils suffisamment verrouillés pour empêcher ces mouvements dont parle Gracien Makoko? Les tests sont suffisamment verrouillés et tous les acteurs politiques et même les députés qui ont conçu ces tests-là aujourd'hui n'ont pas les mots de passe pour y accéder si facilement. Ah bon? Non, oui, bien sûr. Néanmoins, la transhumance n'a pas été totalement aussi bannie que ça. Il y a des mouvements qui se font à l'interne, au niveau de la mouvance, par exemple. Vous voyez des gens qui quittent le bloc républicain pour l'Union progressiste et vice-versa. C'est vrai que récemment, il y a environ 3 semaines, le chef de l'État, au cours d'une rencontre avec les responsables de déformation politique, a interdit, par exemple, de mettre fin à ces genres de manœuvres qui n'ont pas du tout la mouvance. Et au niveau de l'opposition, il y a des gens qui cherchent à se faire positionner. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? Pourquoi la transhumance, et même dans tous les pays démocratiques, ça va toujours exister, malgré toutes les lois qui sont votées ou qui seront votées, ça va toujours exister. Et si vous prenez quelqu'un qui du parti, par exemple, Bloc républicain, et qui veut se faire positionner, et qui trouve au même moment que dans sa zone, dans sa circonscription électorale, il y a d'autres leaders
très influents dans la zone, et si on doit positionner des gens... Que ces chances sont minces. Bon, ils cherchent alors ces chances ailleurs. Et comme ça, si, comme une jolie fille, on le drague de l'autre côté, il se dit, bon, ou même pas se draguer, c'est lui qui se propose pour dire, moi je suis prêt et à vous apporter à condition que vous mettez par exemple. Et au même moment aussi, aujourd'hui, en fin de mandat, les régimes sont tellement décriés. C'est le cas aujourd'hui où les démocrates sont... Et quoi qu'on dise, hein, le vent en poupe au niveau du bas peuple, des gens cherchent aussi à se faire positionner de ce côté-là. Donc des gens quittent la mouvance pour se retrouver là-bas. C'est vrai qu'ils ne font pas encore visage. Non. C'est ça qui pose problème. On se demande, est-ce que ce sont les tests qui ont vraiment empêché que les gens fassent des démissions de façon... à la date d'aujourd'hui, aucun test n'empêche véritablement des gens de démissionner d'une formation politique pour adhérer à une autre formation politique. Mais la seule chose, des gens craignent des représailles. Parce que quand... Quel genre de représailles? Tu es fatigué par exemple d'une formation politique, tes idéologies ou bien la façon, le vivre ensemble n'est plus convenable, tu peux déménager. Non, c'est simple. Les représailles par exemple, c'est quoi? Et dès que vous avez eu à gérer, aucune gestion n'est saine. Même là où vous êtes là maintenant, si on décide de fouiller comment vous gérez, votre salaire. Je dis votre salaire. Si on prend, et vous allez peut-être acheter une billet de trop. et dans l'administration, ça ne se pardonne pas. Et dès que vous décidez, ce n'est pas forcément les dirigeants du pays qui décident, mais ce sont vos adversaires qui disent, mais écoutez, moi je me rappelle, et ça c'est les adversaires, vos adversaires, vos amis d'hier, qui disent, bon, telle personne a occupé telle responsabilité, et pendant qu'il occupait, il venait régulièrement au village avec soit des filles, il venait faire des dons, est-ce que c'est réellement avec son salaire qu'il faisait tout ça? Donc allons fouiller la provenance de ces biens. Personne, autant qu'ils sont, on ne peut fouiller la gestion d'une personne qui a géré les affaires publiques et trouver que sans trouver de maladresse, sans trouver des virgules, on vous demande d'acheter un bic bleu, vous avez acheté des bics rouges, on parlera forcément des détournements. On vous demande d'acheter de clou-clou, vous avez acheté peut-être du gâteau, on vous dira que vous avez détourné. Donc forcément il y aura des problèmes. Et par représailles, par crainte de ces représailles, les gens se disent, bon, il vaut mieux se cacher. Et même si on n'est pas d'accord, et ce n'est pas la peine de prendre des risques de démissionner, en tout cas pour aller vers une formation politique de l'opposition tout de suite, pour se faire ficher et peut-être aussi les représailles qui vont suivre. Aujourd'hui, on parle du fait qu'on a on a des grands blocs, mais ces grands blocs, n'est-ce pas, contiennent les anciens partis politiques. Et dans ces anciens partis politiques, tout le monde est allé, je dirais, avec ces éléments. On n'est pas allé seulement individuellement. C'est vrai, il y a des gens qui sont allés juste avec leur personnalité, mais certains sont allés avec leur lieutenant, comme on dit. S'ils décident aujourd'hui de se retirer, même si ce n'est pas pour créer une formation politique et c'est pour adhérer à une nouvelle, c'est possible, non? À une nouvelle formation politique, je veux dire. Oui, vous savez, moi je pense que la transhumance politique, ce n'est pas quelque chose qui est définitivement impossible dans le pays. Et il y a un élément sur lequel il faut mettre fondamentalement l'accent, c'est que lorsque vous visitez un peu les dispositions du code électoral du Bénin, il y a quand même des dispositions qui découragent la transhumance. Je vous donne un exemple. Lorsque, par exemple, il va s'agir de donner les parrainages pour l'élection présidentielle ou les élections présidentielles de 2026, lorsque vous êtes député élu sur la liste des démocrates, vous ne pouvez pas parrainer quelqu'un de l'UPR. Ça voudra dire que si vous êtes député démocrate et que vous ne vous sentez pas à l'aise à l'intérieur du Parti des démocrates et que vous souhaitez aller vers l'UPR, le renouveau, c'est que ce n'est pas possible. Si vous y allez, vous allez partir, mais votre parrainage ne vous suit pas. Votre parrainage ne vous suit pas. Et quelle est la dividende politique que ce déplacement des démocrates vers l'UPR va apporter à celui qui a le déplacement? Il y a un problème et c'est un élément fondamental qui peut passer. Vous savez, si par exemple ce code électoral n'avait pas institué ce mécanisme, ce n'est pas probable, ce n'est pas sûr que les démocrates vont être représentés pour les élections présidentielles de 2026. Parce que c'est cette réforme qui a sécurisé les 28 députés dont on a besoin. La seconde chose que je voudrais dire, qui est le second on peut en dire autant également des autres formations de la mouvance. C'est juste une illustration. Le second élément est quoi? C'est que les gens n'ont pas compris que l'opinion publique a eu le temps d'avoir de la maturité. C'est ça. Oui. Parce que la manière... Alors de quoi on juge cette maturité? Parce qu'on a eu des élections passées, la toute dernière, c'est celle de 2023. Cette maturité-là, on la juge comment? On la juge comment? Non, avant.
quand on voit par exemple que Apiti quitte l'Union progressiste dahoméenne pour aller créer le PRD, quand on constate que Ahomey quitte l'Union démocratique du Dahomey pour aller créer le Bloc populaire africain et pour créer plutôt l'UDD, etc., on voyait que les gens n'étaient pas mûrs en ce moment. On ne voyait pas les inconvénients de ces déplacements. Parce que c'est ça qu'on appelle la fragilisation ou la fragmentation du paysage politique. D'accord. Oui, je vous sens vouloir réagir. Vous allez poursuivre tout à l'heure, le temps que j'écoute Adrien Atik-Pator sur le détail de sécurisation, dois-je dire, du parrainage. Non, je ne suis peut-être pas d'accord avec mon vis-à-vis. Oui, allons-y. Vous savez, ce qui va se passer, c'est quoi? Cette affaire de parrainage, en réalité, ne règle pas tout le problème. C'est ça. Oui. Ça ne règle pas les questions de déménagement dont on parle, la transhumance politique en question. Je prends un exemple simple. Un député élu, X, qui décide, qui remet son parrainage, mais sur le terrain demande alors de voter pour un cas adverse. Qu'est-ce que le code a prévu? Rien. Oui. Et il n'ira pas en prison parce que ce n'est pas un délit. Oui. Et ça va se passer, c'est ça que d'autres appellent de l'autogol. C'est-à-dire, il le fera. On a eu ce cas en 2023. Bien sûr, et ça va. À les cas que nous avons eu du genre, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Le code, en réalité, a tenté de faire quelque chose. Et comme, mais il n'a pas réussi à tout verrouiller. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Donc, le code, les gens ont tenté de faire des choses, mais il y a toujours des failles qui sont là. Mais si quelqu'un, un député, se lève et dit, bon, moi, je ne parraine personne. Qu'est-ce que la loi a prévu? Rien. Mais il garde son parrainage, il ne donne à personne, et il se lève, il demande de voter pour l'adversaire en face. Et s'il le fait, la loi a prévu quoi? Rien, ce n'est pas un délit, il n'ira pas en prison, il n'a pas de contravention à payer, et donc la vie continue. D'accord. Alors, il va le faire, et son parti va chagriner, mais sans pouvoir infliger quoi que ce soit, parce qu'il sait au moins qu'il est élu et qu'il en a pour 5 ans. Parce que les prochains députés, c'est quoi, les 5 ans de mandat? Oui, 5 ans de mandat. Alors, toujours sur la question de la transhumance politique, je faisais la question tout à l'heure à Gracien Makoko. Je dis que les grands blocs dont on parle, n'est-ce pas, les acteurs, les grands blocs qui réunissent aujourd'hui les anciens partis, plus de 200 partis, c'est que chaque parti est allé, certains, avec leur lieutenant, avec les éléments. Si aujourd'hui il y a mal donne, le vivre ensemble, ça ne leur convient pas et qu'ils doivent se retirer et décident, n'est-ce pas, de se retirer avec leurs éléments, ils peuvent ne pas créer forcément un autre parti politique, mais aller se greffer à une autre formation politique. Nous avons mené ce débat ici, je crois, il y a moins de 2 semaines. Et au niveau des grandes formations politiques aujourd'hui, il y a des courants au sein des formations politiques. D'accord. Je prends par exemple le MADEP, où aujourd'hui le MADEP a ses militants, ses élus au sein de l'Union progressiste et aussi au sein du Bloc républicain. Et la question qu'on se pose est, est-ce que ces militants-là, n'est-ce pas, ont toujours l'oreille? Est-ce que le patron a toujours... L'ancien patron, bien sûr, a toujours l'oreille de ces éléments. Sont-ils vraiment dociles pour écouter cette directive? Je crois bien. Je crois bien. Je prends par exemple le cas du patriarche Bruno Amoussou, et bien qu'il ne soit plus député aujourd'hui, mais vu ce qu'il a été pour le département du Koufo, il a des gens qui sont restés très fidèles à Amoussou Bruno. Et aujourd'hui, dans le département du Koufo, et même dans le monde, s'il dit, bon, écoutez, voilà la directive à suivre, les gens vont partir. Et la même chose pour certains de la Renaissance du Bénin qui sont encore là, où des gens se retrouvent toujours et se parlent pour dire, bon, au sein du grand bloc, voilà, nous, ici par exemple, nous on est marginalisés parce que les gens pensent que nous sommes minoritaires, nous sommes ci, nous sommes ça, et se retrouvent en dehors des grands, c'est-à-dire qu'en dehors des grandes réunions, il y a toujours des petites réunions dans la grande réunion. Dans la grande guerre, il y a de petites guerres. Est-ce que vous comprenez cette histoire de courant qu'il y a au sein des grandes formations, politiques? On estime que les anciens partis politiques qui se sont rassemblés au sein des grands blocs dont on parle ont toujours, je dirais, de ces réunions secrètes, de ces échanges qu'ils font de temps en temps. Vous pensez que ça peut influencer les choses à la dernière minute? Bon, je vous pose une question. On a vu récemment le président... Là, vous me donnez une réponse interrogative. Oui, on a vu récemment le président Adrien Mbéji prendre des positions publiques. Oui. Mais est-ce que c'est le cas pour le ministre Raphaël Akothéan?
Ce n'est pas le cas. Chacun, parce que lui, il défend son poste. Non, c'est de ça. Il ne prendra pas ce risque étant donné qu'il est membre du gouvernement. Non. Il y a des choses. On a posé une question. La question est de savoir si lorsque les partis partent avec leurs éléments à l'intérieur des grands blocs, est-ce que les éléments de ce micro-parti vont demeurer fidèles à un tenancier de leader. Mais je vous suis en train de vous dire que... Vous trouvez quelle réponse à cette question d'abord? La réponse à cette question, c'est que c'est possible. Mais vous ne trouvez pas ça trop systématique? Mais je ne pense pas que ce soit systématique. Allons-y. Pourquoi? J'ai donné l'exemple du PRD tout à l'heure. Il y a qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un qui est ancien membre de la Renaissance du Bénin. Déjà qu'on oublie ceux qui étaient membres de la Renaissance du Bénin. D'accord. On oublie cela déjà. Quand on prend le PSD, on oublie déjà. C'est vrai qu'il y a des gens là, mais aujourd'hui, lorsque quelqu'un qui est au niveau du BR, on va lui donner de consignes, peut-être que c'est un patriarche, etc., et il va obéir. Moi, je doute fortement parce que on est en train de banaliser l'opinion publique. Je suis en train de vous dire que l'opinion publique aujourd'hui dans le Bénin, ce n'est pas la même chose que par le passé. D'accord. Parce que quand quelqu'un veut démissionner... Quelle réaction l'opinion publique a de contraire que par le passé? Oui. Et aujourd'hui, par exemple, lorsque quelqu'un démissionne d'un parti politique, à la veille des élections, et quitte ce parti politique pour aller au niveau de tel autre parti politique, c'était pas trop condamné. Mais aujourd'hui, cela peut être condamné. Ah bon. Cela peut être condamné parce que celui qui est membre de l'UPR, c'est un exemple que je donne, qui refuse en tant que député de donner son parrainage, encore que la loi a prévu un autre mécanisme, son suppléant est là, tout ça. Mais celui-là, lorsqu'il va sur le terrain pour demander à ce que les gens votent pour les démocrates, c'est vrai qu'il a l'électorat, il a tous ceux qui sont là, mais l'opinion, parce qu'il reviendra demain. Ça joue beaucoup. Lui-même, il sait que, déjà, lorsque vous voyez, ce n'est pas les réseaux sociaux qui constituent les grands baromètres, mais on sait quand même qu'aujourd'hui, les retournements de veste, ce ne sont pas des choses qui sont... C'est quand même pertinent, cette lecture des choses, Adrien Antipator. Non. Wahab, vous savez, je pense qu'il y a des gens qui sont très incontournables dans leur zone. Et parlant par exemple du cas du PRD, vous savez, paix à son âme, quand Kamarou Fassassi qui est le PRD, il est devenu quoi par la suite? Il a tenté d'avoir une base dans le même fief que Oumbédi, ça n'a pas prospéré. Et je ne veux pas mener le débat de Renvoi et Blanc, et malheureusement, je ne peux pas donner cet exemple-là pour plusieurs raisons. Mais je dis aujourd'hui, les courants, il faut en tenir compte. Et les gens se retrouvent. Les anciennes formations politiques se retrouvent au niveau des grands blocs aujourd'hui et même des discussions. Et aujourd'hui, les frustrations sont partout au niveau des formations politiques parce que des gens pensent au niveau des formations politiques qu'il y a tel parti politique considéré comme micro-parti ou considéré de telle région ou telle autre et moins considéré que d'autres formations politiques. Et ça laisse rappeler que les histoires de courant, n'est-ce pas, on fait perdre par exemple au bloc républicain le poste de mairie d'Adjaouere. Parce qu'il y a eu des manœuvres. Il y a des manœuvres, justement. Non, pas seulement Adjaouere. Oui, Adjaouere, c'est où la fille de Fabouin était d'abord. Mais quelques mois après, elle est partie. Donc, c'est-à-dire que ça compte toujours. Et donc, ne pas faire avec dans les analyses politiques, c'est se tromper. Moi, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ça, il ne faut pas négliger ça. Et tous les acteurs politiques le savent aujourd'hui que si on ne tient pas compte de ça, la preuve c'est que, comme je prends le cas de Diogbenou, comme lui-même il le dit, pour prendre certaines décisions, il dit il faut aller consulter les poutres. Les poutres du parti politique. C'est-à-dire, par exemple, les grands dinosaures. Les incontournables. Anne Guillemé, à Moussoubrino, et Antoine Kolaolé, il dit, et le président Adrien Ongwedi, et l'ancien président de l'Assemblée nationale, Mathurin Kofi Nabo, et bien d'autres salles, qui consultent constamment, qui ne sont pas forcément membres du bureau, mais compte tenu de ce qu'ils sont, compte tenu de leur ce qu'ils ont été, il dit, bon, attention, ils sont de la formation politique, il faut les consulter, et on les consulte, et parfois, leurs décisions, peut influencer la décision même du bureau. Alors, non, je pense qu'il y a un problème qui persiste dans le pays.
parce que nous ne sommes pas encore prêts en tant que Béninois à aller véritablement vers de réels partis politiques. D'accord. Parce qu'un parti politique... C'est-à-dire, il y a ce que disent les tests, mais il y a ce que les acteurs eux-mêmes se disent. Même si on laisse le droit de côté, un parti politique, c'est une idéologie. Mais est-ce que dans la pratique, on a ça au Bénin à l'heure actuelle, depuis 90 ans? Même endroit, je suis très content. Même endroit, on dit ceci. Et il y a, c'est-à-dire quand un magistrat décide de prendre une décision, il dit c'est les tests, mais il y a ce qu'on appelle l'intime conviction. L'intime conviction. C'est ce que les tests disent. Et je me rappelle, j'ai assisté à un procès où quelqu'un a tué en lançant un petit caillou qui n'est pas en mesure de tuer même un coq, mais qui a tué un homme, transformé, qui a tué un homme. Mais dans l'intime conviction, le juge dit non, ce caillou ne peut pas tuer. C'est l'intime conviction. Les tests sont là, les réalités du terrain sont aussi là. Et quand on est en face, de certaines réalités, malheureusement, les tests éclipsent. D'accord. Et malheureusement, je pense sincèrement que l'intime conviction n'est pas en dehors du droit. C'est tout cela qui fait le droit. D'accord. Donc ce n'est pas que le juge est allé créer l'intime conviction ailleurs, en sociologie ou en psychologie, pour venir l'appliquer dans les tribunaux. C'est également un élément du droit, puisque c'est le droit qui l'a permis. Alors, ce que je voudrais dire, c'est quoi? Si aujourd'hui, nous continuons par constater dans le pays que lorsqu'on est membre d'un parti politique, on est jeune, que c'est toujours possible que des dinosaures de tel département, de telle commune vont influencer les décisions de ceux qui sont membres actifs des partis politiques, c'est qu'au Bénin, il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors, quand on prend le cas des grandes démocraties, n'est-ce pas, que nous citons souvent en exemple, est-ce que ça dit que vraiment cela ne se fait pas? Non, vous savez, et lorsque vous parlez des grandes démocraties, moi j'aime trop les pays scandinaves. Je prends le Danemark, la Norvège, et parce que quand vous prenez un pays comme la Suisse, la démocratie est, je ne vais pas dire une démocratie parfaite, mais c'est quelque chose qui marche même, selon moi, plus qu'en France et aux États-Unis. Mais lorsque vous prenez, par exemple, les cas les plus connus, on parle des États-Unis aujourd'hui. Mais on ne va pas voir quelqu'un qui est, comment on appelle, démocrate. Et du jour au lendemain, il va quitter les démocrates pour se retrouver au niveau des républicains. C'est à cette psychologie qu'il faut aller. C'est vrai qu'il y a possibilité que tel de tel département puisse prendre des décisions qui vont influencer ce que le bureau politique d'un parti, mais on doit envisager cela comme une anomalie. Sur ce détail, pensez-vous que nous avons encore vraiment du chemin à faire? Non, il y a une question de culture. Il y a une question de culture. Et les Blancs, c'est les Blancs. Et ils sont là-bas. Les Africains, ils sont parfois sans repère. Et nous, les Africains sont les Africains, les Béninois sont des Béninois. Et moi, je ne pense pas que la culture occidentale est la meilleure que ce que nous vivons en Afrique et particulièrement au Bénin ici. Donc chaque culture avec ses réalités. Gracias Makoko, merci beaucoup Adrien Atikwato, merci à vous deux. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. La rediffusion c'est tout à l'heure à 23h et demain au cours de 10h30. Allez, portez-vous bien.